Bonjour. Quelques petites précisions quand même concernant la situation en Guadeloupe par exemple, où ils ont déjà envoyé des blindés de la gendarmerie pour déloger quelques bouts de bois sur les ronds-points. Enfin, c'était très drôle, hein. Et maintenant ils envoient encore des renforts et le raid. Ils se ridiculisent de plus en plus. Voilà. Faut savoir aussi que le gouvernement envisage, pour calmer la grogne des soignants qui ont l'obligation vaccinale, de leur accorder des vaccins sans ARN messager. Donc, on commence peut-être à reconnaître qu'il y a un problème, parce que maintenant ça se cache plus, hein. C'est-à-dire que Pfizer dit qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Donc voilà, donc vous êtes des bestiaux, hein, vous êtes bons à remplir les objectifs de Pfizer. Voilà, faut quand même signaler ça, hein. Bon, vous avez aussi des blocages en Martinique, mais vraiment des vrais blocages, hein. Ils y vont, hein, franchement. Voilà, bon, bah, pour la même raison, hein. Donc ils ont pas attendu, ah oui, que le conseil scientifique préconise une 3e dose pour tout le monde. Après avoir obligé les plus de 65 ans sous peine de désactivation du pass sanitaire de faire cette 3e dose, maintenant ça va être pour tout le monde, hein, voilà. Et donc dernière précision aussi, parce qu'on va pas s'étendre, hein, sur RT, donc il parle, parmi les seuls qui parlent quand même de tir à balles réelles lors de la manifestation à Rotterdam. Il parle de blessés aussi, mais il semble bien qu'il y ait eu quand même 2 décès, hein, suite à des tirs à balles réelles pendant la manifestation. Donc là, c'était une vidéo qui a été mise en condition d'âge, donc vous pouvez pas tout le monde ne peut pas y accéder, sauf donner son numéro de carte bleue ou sa carte d'identité. Voilà le point sur la situation. Maintenant, Soral répond 30. Oui, bonjour Monsieur Soral, je m'appelle Pierre, je suis un jeune homme de 30 ans, je vous suis depuis 2011, je vous ai vu une fois à la librairie Facta, et je voudrais vraiment vous remercier pour votre courage, pour votre travail acharné, pour la vérité, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les persécutions. Voilà ma question. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ces gens qui se prétendent zététiciens ou sceptiques, et dont on s'aperçoit en réalité qu'il y a très souvent des commentaires politiquement orientés. Je pense à la tronche en biais, je pense à toutes sortes de chaînes zététiques qui font des centaines de milliers de vues, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, et qui en réalité me semblent avoir un comportement assez douteux, surtout pour des gens qui prétendent ne vouloir rechercher que la vérité. Voilà, je vous remercie, et à bientôt, j'espère. Oui, pour pas tomber dans la polémique, je pense que ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que derrière les zététiciens, il y a l'idée en fait de ce qu'on appelle le scientisme, c'est-à-dire la prétention d'appliquer, on va dire, aux sciences humaines, c'est-à-dire à l'idéologie, à la politique et même au-delà à la métaphysique, les critères de scientificité des sciences dures, hein, c'est-à-dire des sciences mathématico-physiques. Hein. Ça renvoie à Karl Popper, à Russell, avec ce critère de l'irréfutabilité, c'est-à-dire qu'une idéologie, pour pouvoir être discutée scientifiquement, doit être réfutable. En fait, c'est des critères qui n'ont aucun sens dans les sciences molles, dans l'idéologie. Ça passe par la sociologie, évidemment, qui a un pied de chaque côté, d'où son ambiguïté. Et en fait, on a affaire en fait à des gens qui sont en général qui ont une formation scientifique, mais peut-être d'ailleurs pas à assez haut niveau pour rester dans les sciences, et qui prétendent appliquer leur rigueur, hein, qui renvoie beaucoup à Descartes, au monde de l'idéologie, au monde de la politique et au monde même au-delà, je dirais, de la métaphysique. Et en ça, je dirais que c'est une prétention et même une naïveté. Alors, la zététique, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait Paul-Éric Blanru qui était assez impliqué avec un certain monsieur Brock à l'université de Nice. Et puis, ça a un peu disparu, d'autant plus que le Blanru était révisionniste, lui. Hein, c'est-à-dire qu'il appliquait la zététique, il s'en servait pour valider le professeur Forisson, hein, pour le dire simplement. Et cette tendance-là s'est un peu affaissée, un peu disparue. Et il y a une autre tendance qui est montée, celle là, de la tronche en biais, là, que j'ai regardée. Alors eux, ils sont ouvertement, ils prétendent à la scientificité pour être ouvertement anticomplotistes. Hein. Donc on sent vraiment que l'idéologie dominante les a infiltrés et qu'ils ont compris le fonds de commerce qu'ils pouvaient avoir et comment on pouvait les laisser exister avec le critère YouTube. Hein. Quand des gens
sont maintenus sur YouTube alors que soi-disant ils mènent un combat radical quel qu'il soit, c'est toujours louche parce que normalement quand on fait un combat, on mène un combat sérieux, YouTube finit par vous virer. Hein. Et puis surtout, si on veut parler plus proche de nous et de moi, eh ben ça c'est la tendance Lapierre actuelle qui a eu le cerveau retourné, ce qui est pas très dur parce qu'il a un cerveau assez plat, qui a été retourné par Bricmont. Et Bricmont, c'est exactement ça. C'est un type qui a une formation scientifique et qui prétend, à la suite de Chomsky, puisque c'était déjà ça, Chomsky, hein, qui était un scientifique de la linguistique, qui en fait passait de la linguistique scientifique à la linguistique, on va dire, idéologique. Hein. Et on voit que Bricmont s'est lancé à la suite de Chomsky, et aussi pour prétendre être un scientifique au service de l'exactitude idéologique, ce qui ne veut rien dire. Hein. Pour moi, c'est de la bouillie. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le Bricmont, sous prétexte d'être un scientifique rigoureux, alors qu'en plus, il n'a pas de formation en médecine, hein, mais c'est pas grave, il a l'étiquette de scientifique, eh ben, valide entièrement le narratif Covid jusqu'à la vaccination et se retrouve vent debout contre ce qu'on appelle les complotistes, c'est-à-dire les sceptiques, mais les sceptiques en politique et en idéologie. Et finalement, ces gens qui sont soi-disant des sceptiques scientifiques se retrouvent être les pires combattants contre les sceptiques politiques. Et c'est comme ça qu'il faut, je dirais, comprendre la question qui m'est posée avec un peu de hauteur de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces sceptiques scientifiques se sont mis au service de l'idéologie dominante et au lieu d'apporter une aide, qui d'ailleurs est ambiguë, aux sceptiques politiques, qui fonctionnent sur d'autres critères, hein, et ben se mettent à les combattre. Et ça donne, en bout de chaîne, l'arrogance et la bêtise intégrale du petit Lapierre qui, venant de la dissidence, se retrouve à valider entièrement les discours de Macron sur le Covid. Hein, voilà. Et tout ça parce que comme tous les gens qui sont assez peu doués pour la philosophie et assez peu doués pour ce domaine de la subtilité qui est le domaine, je dirais, de l'idéologie politique et de la métaphysique, eh ben comme ce sont des lourdingues, ils pensent être sérieux et précis et exact en singeant la rigueur scientifique dans un domaine qui est autre. Hein. C'est un peu les gens qui se réclament de Descartes plutôt que de Pascal, je dirais. Hein, si on veut remonter à des origines et à des oppositions binaires assez claires. Hein, ceux qui sont aptes à la pensée dialectique et ceux qui sont dans la pensée mécaniste. Hein. Et c'est ça qu'on peut conclure, c'est que j'ai regardé 2-3 vidéos de ces gens de la tronche en biais. Aujourd'hui, ce sont simplement des anticomplotistes qui prétendent amener un discours de rigueur, alors qu'en réalité, la rigueur, elle est à aller chercher du côté, je dirais, de faits et documents, c'est-à-dire les réseaux de puissance, le monde de l'argent et la chronologie notamment. Et je pense que sans avoir de formation mathématico-physique, mon approche, par exemple, du Covid que j'appelle le couillonavirus, avec le recul, on voit que j'ai été beaucoup plus finalement exact et précis dans la compréhension de ce phénomène que les gens qui prétendent être scientifiques et qui débitent tout ça en tranches, simplement parce que j'ai la culture, générale qui me permet déjà de renifler et de sentir, comment dirais-je, ces manipulations qui viennent de loin, qui ressemblent à d'autres manipulations et qui s'inscrivent en fait dans un projet, dans une chronologie. Hein, voilà. Donc c'est ça qu'il faut répondre à ces scientistes qui s'appellent zététiciens ou je sais pas aujourd'hui, ils parlent de biais cognitifs. Tout ça, c'est un peu de la branlette de type qui pète plus haut que leur cul. Hein. C'est comme ça que je conclurai. Bonjour, je vous appelle pour avoir votre avis sur Maître Divisio. Voilà. Merci. Au revoir et bonne continuation. Oui, là c'est pareil. J'ai pas de raison d'avoir un avis tranché sur Maître Divisio. C'est un avocat qui est l'avocat du professeur Raoult. Professeur Raoult qui s'est mis en travers justement du narratif Covid officiel parce qu'il était dans un secteur en tant que spécialiste virologue où il était en maîtrise et donc il a très tôt contesté le narratif Covid et en ça, il est très respectable. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'en dit la tronche en biais. Hein. Ça m'intéresserait de voir comment il traite le professeur Raoult, qui est quand même sur leur terrain là, de précision scientifique, d'exactitude scientifique, derrière d'ailleurs laquelle il se cache pour ne pas faire trop d'idéologie politique. C'est d'ailleurs ce que je pourrais lui reprocher. Et Divisio s'est mis à son service, c'est son avocat officiel, et Divisio est devenu un peu l'avocat médiatique de la cause anti-pass sanitaire, anti-Covid, anti-vaccination. Donc de ce point de vue-là, je respecte.
Après, je me dis, bon, il est invité chez Hanouna, donc est-ce qu'il est dans l'opposition contrôlée? C'est difficile à dire. De toute façon, on est parfois dans l'opposition contrôlée à son insu et à son corps défendant, hein. Donc, je pense que je vois pas pourquoi j'attaquerais Divisio quand je vois tous les gens qui sont de l'autre côté et qui tapinent pour le système et ses moyens de domination. Je pense que Divisio fait pas un mauvais boulot et il en prend un peu plein la gueule d'ailleurs puisqu'il est menacé de sanctions voire même de radiation, ce qui est toujours bon signe, hein, quand on commence à attaquer un avocat et qu'on le menace de radiation, c'est sans doute qui fait un bon travail. Donc, j'ai rien à dire de spécial sur Divisio et je lui souhaite bon courage. Et puis après, si je veux être un peu taquin, j'aimerais qu'il aille encore un peu plus loin et qu'il aille jusqu'au bout, quoi. Voilà, c'est à chaque fois ce que je réponds moi à ce genre de personnage, c'est vous n'allez pas jusqu'au bout parce que vous pensez que c'est stratégique de ne pas aller jusqu'au bout. Et en réalité, vous êtes sanctionné de la même façon que si vous y allez jusqu'au bout. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus stratégique d'aller jusqu'au bout, sachant que quand on fait que la moitié du chemin, on est puni de la même façon que si on le fait en entier. Voilà. Oui, bonsoir Alain Soral. Je passe tout ce qui est félicitations et en tout cas voilà, je vois que ça bosse. J'avais une question. Je suis surveillant pion, comme on dit plus vulgairement, dans un établissement, et j'ai feuilleté un livre d'histoire géo, notamment l'année dernière, donc 2020-2021, et j'ai vu votre faciès barré en disant que cette personne était dangereuse, donc sur un livre d'histoire géo en disant que il ne fallait absolument pas. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez et est-ce que c'était quand même finalement gratifiant pour vous de vous retrouver dans des manuels scolaires. À bientôt, bon boulot. Oui, là encore, ça touche au même sujet. Quand on comprend qu'il n'y a pas de scientificité de l'histoire comme il y a une scientificité des maths physiques, on comprend que l'histoire est entièrement empreinte d'idéologie. Déjà simplement par la simple question du point de vue, hein. Quand on voit la guerre de 14 du point de vue allemand, on peut pas en conclure la même chose que du point de vue français. Et c'est des différences radicales, les différences de point de vue. Il n'y a pas tellement de synthèse à opérer. Un livre d'histoire géo, c'est, comment dirais-je, un moyen pour le pouvoir de faire passer aux enfants ce qu'on appelle l'idéologie dominante, hein, c'est-à-dire c'est l'effet Fernand-Nathan. Et donc, compte tenu de cette compréhension-là, il me semble à la fois assez logique et flatteur de me retrouver cité dans le manuel. Ça prouve que j'existe historiquement, hein, c'est la preuve que j'existe historiquement. Et puis logique, puisqu'effectivement je suis rangé du côté des méchants, puisque je combats l'idéologie dominante, et donc je suis validé par le système comme un combattant suffisamment important pour être, comment dirais-je, montré du doigt dans un manuel scolaire. J'avais déjà vu l'illustration, puisque moi j'ai accès aux livres scolaires par ma fille, hein, et je m'étais amusé de voir que j'avais c'était pas ma photo, mais une caricature, évidemment, hein, parce que j'aurais pas droit à une jolie photo. Moi qui suis pourtant beau gosse, je vois, c'est chaque fois qu'on met une photo de moi, on se débrouille pour que je sois affreux, et puis, ou alors une caricature qui d'ailleurs me ressemble rarement, parce que les caricaturistes sont assez mauvais, puis en même temps, je suis assez difficile à caricaturer parce que j'ai des traits assez réguliers. Voilà. Hein. Donc oui, ça fait partie du jeu et c'est pas du tout choquant ni incompréhensible quand on comprend bien ce que c'est que cette catégorie spécifique qui est la catégorie, on va dire, de l'économie politique, hein, et qui n'a rien à voir avec le monde de l'exactitude scientifique. Salut Alain, encore toutes mes félicitations pour ton courage. Je voudrais avoir ton avis sur un terme qu'on trouve souvent sur les sites identitaires, c'est le terme panne, putain nègre. Ça correspond à peu près à ce qu'à notre époque on a appelé les BMW. Voilà, je voudrais ton avis sur ce terme, ce que tu en penses. Bon courage. Alors BMW, pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est effectivement comme ça qu'on appelait les femmes blanches qui étaient attirées spécifiquement par les noirs. On appelait ça les Black Magic Women. Hein, voilà. Alors il y a deux manières de réagir à ça. La première manière qui est de dire dans l'amour tout existe et sur le plan individuel
on n'a rien à en dire. Et puis après, il y a aussi l'imprégnation de l'idée d'une certaine idéologie, l'idéologie de l'époque, qui consiste quand même globalement à inférioriser le petit blanc, à qui pourtant on doit toute la civilisation actuelle, au moins au sens technique, hein, et puis à magnifier le noir, quitte à l'essentialiser en le parant de tas de vertus, justement de vertus antimodernes, hein, c'est-à-dire une fraîcheur animale, une virilité animale, le don pour la danse et le sport, le don pour la musique et la musique rythmée, donc la musique moderne. Et tout ça crée un contexte général qui fait que les femmes, qui sont très influençables, hein, c'est un sujet que j'ai traité longuement dans Vers la féminisation, ont effectivement tendance aujourd'hui, sans se rendre compte que ça vient plus de l'idéologie dominante que d'elle-même, mais bon, le principe de l'aliénation, c'est qu'on pense que ça vient de soi, alors qu'en fait, on le subit. Et ça produit cette chose qu'on constate en ce moment, c'est que le jeune homme blanc est beaucoup dévalorisé, responsable de tout, hein, de la pollution même, des guerres, du machisme, ce qui est quand même assez drôle quand on connaît les rapports hommes-femmes du monde africain et du monde noir. Et puis, donc, ça donne cet agacement, hein, des identitaires qui se sentent dépossédés. Et la pire des dépossessions, hein, il suffit de regarder ce que c'est il suffit de lire La guerre de Troie. Hein, la pire des dépossessions, c'est de se faire voler ses femmes, hein, puisque c'est comme ça que ça marche quand il y a des razzias, des vendettas, dans les luttes des sociétés traditionnelles, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, les femmes sont un butin et un enjeu. Donc aujourd'hui, les identitaires en souffrance, hein, puisqu'il faut être en souffrance pour se sentir identitaire, sinon la question ne se poserait pas, sont très agacés et donc très agressifs envers les femmes qui blanches, qui préfèrent les noirs à leur conjoint naturel. Donc, c'est pas très joli de voir écrit putain nègre sur Internet, mais il faut analyser le phénomène, un phénomène de souffrance, de frustration, de sentiment de dépossession, de sentiment d'injustice, surtout quand on entend des féministes cracher sur l'homme blanc qui a quand même, et surtout le français qui a inventé tout le rapport courtois à la femme, hein. Il faut lire Denis de Rougemont, et qui pardonne, excuse en fait des comportements, il suffit de regarder les clips de rap qui sont ouvertement misogynes, hein, ou je dirais dans une acception ultra traditionnelle, pour ne pas dire primitive, des rapports de sexe. Et c'est vrai que tout ça est un peu agaçant, déprimant selon l'endroit et la condition dans laquelle on se trouve, et qui peut excuser que certains emploient je sais pas comment on appelle ça, un acronyme de panne, voilà, hein. Donc c'est la marque, je dirais, d'une souffrance compréhensible et relativement légitime. Voilà, je le dirais comme ça. Bonjour Alain Soral, que la paix soit sur vous. Je me permets de vous poser cette question. En ce moment, on voit Éric Zemmour un petit peu partout. On voit l'émergence est relative, mais de certains médias dits indépendants, notamment, je pense à Livre Noir, Thinkerview, qui se réclament d'une indépendance, qui se targuent d'inviter et de ne dépendre de personne et d'inviter un petit peu des infréquentables, mais je ne vous vois jamais, ni vous, ni Dieudonné. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur ce que vous pensez de ce genre de médias? Je vous souhaite une bonne continuation, amis Haut-Savoyards, et prenez soin de vous et que la paix soit sur vous. Au revoir. Oui, je crois que si on fréquente Égalité et Réconciliation, on comprend un peu ce qui se joue en ce moment. Là, on a parlé tout à l'heure de panne, là, on peut parler de page, hein. Ce qu'il faut quand même comprendre pour relativiser tout ça, c'est que c'est un phénomène de jeunes, hein. Les gens qui marchent derrière Zemmour en ce moment avec le Livre Noir, c'est des gamins de la bourgeoisie de droite qui, effectivement, comme la catégorie dont on parlait avant, là, des identitaires, ont été beaucoup humiliés par l'idéologie gauchiste, hein, qui est quand même dominante depuis 68 et qui est massive et grossière, comme tout ce qui devient massif. Et on voit bien que Zemmour, qui dit à peu près la même chose que moi quand il dit des choses sérieuses, il redonne une fierté à tous ces petits blancs humiliés par l'idéologie dominante gauchiste, hein, qui est toujours une espèce de racisme inversé, hein. C'est comme ça qu'on pourrait
qu'on pourrait critiquer, toute cette idéologie, que ça parle des Noirs, du tiers-monde, de la délinquance. C'est toujours un espèce d'antiracisme qui est en fait un racisme inversé. Et il est évident que tout ça, ce sont les mouvements de jeunes politiques qui sont aussi des gauchistes inversés parce qu'ils ont la même absence de profondeur, le même simplisme qui marche en ce moment derrière Zemmour. Et je pense qu'il ne faut pas trop rêver. Si il y a un côté effet de surface et effet de mode. Je ne pense pas que Zemmour ait les moyens de dépasser, je dirais, les 15% quoi, au niveau de sa résonance sur le peuple de France. Mais il y a un côté compréhensible et en même temps agaçant de voir que ces petits blancs de la petite et moyenne bourgeoisie française qui se sentent marginalisés dans leur propre pays par une idéologie dominante gauchiste pilotée par une certaine communauté, on a fait tout le travail pour le démontrer. Finalement, aujourd'hui, par manque d'intelligence ou manque de courage et manque de virilité, je dirais, se range derrière Zemmour, qui est quand même tout le contraire, au sens profond, de ce que devrait être un mâle alpha représentant dignement l'identitaire français tel qu'il se fantasme sur les réseaux sociaux, quoi. Donc il y a un vrai côté à la fois triste et comique de voir que cet appel au sursaut identitaire du petit blanc fier de son histoire européenne. Finalement, quand on voit le champion qui se sont choisis ou qu'on leur a imposé, on n'a pas quelqu'un qui ressemble à Éric Tabarly, au Grand Condé ou à Duguesclin. On a Éric Zemmour, c'est-à-dire un petit maghrébin de confession juive qui ressemble à Gargamel. Ça crève les yeux. Et là, c'est le côté ironie de l'histoire et puis le côté aussi la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Normalement, Zemmour devrait avoir un autre physique. Et d'ailleurs, heureusement qu'il a ce physique-là, parce que s'il avait le physique de Mike Brandt, ça serait encore beaucoup plus difficile de faire comprendre aux gens toute la dimension d'arnaque que représente non pas ce personnage, mais ce personnage conçu comme le champion du sursaut de l'Européen blanc sur lequel se paluche, c'est le cas de le dire, parce que c'est un branleur sur lequel se paluche le branleur Conversano. Je pense que je ne peux pas finir autrement que par cette apothéose. Bonjour Alain Soral, merci pour tout votre travail. En mars 2020, dans un des bonus de Coronavirus numéro 1, vous parliez du film La Chose de Carpenter, The Thing de Carpenter, en disant que peut-être un jour vous en feriez une étude, pas une étude, mais une explication un peu plus approfondie, puisque vous en avez une analyse particulière. Alors, merci, parce que grâce à vous, je me suis refait l'intégrale de Carpenter, c'était passionnant. Et je serais curieux, si vous le voulez bien, d'entendre votre explication de The Thing. Il faut voir le film. Ce qu'il faudrait, c'est que je le commente avec des arrêts sur image. En réalité, au début du film, on voit je ne sais pas si c'est un chien ou un loup, on va dire un chien-loup qui court sur la glace, poursuivi par des gens qu'on n'identifie pas et allant vers un autre groupe de gens. Donc, la symbolique est très forte. Et en fait, le groupe vers lequel le chien court voit un pauvre animal pourchassé par des gens qui lui sont hostiles et donc, d'instinct, recueille en fait ce pauvre animal traqué, le recueille en pensant que c'est ça le bien à accomplir. Et puis, tout le film nous démontre deux choses. Un, c'est que cet animal, en réalité, est capable de se métamorphoser à volonté en n'importe quel autre personnage dans le but de créer de la tension et de la violence intracommunautaire, c'est-à-dire le diviser pour régner. Son don est basé totalement là-dessus. Il se transforme pour créer de la tension et pousser d'ailleurs les êtres de la communauté qui l'ont accueilli à se exterminer les uns les autres. Donc ça, c'est quand même très fort. Et on comprend à la fin du film qu'en réalité, si les étrangers le poursuivaient pour essayer de l'assassiner, c'était en fait pour protéger la communauté vers laquelle il courait, parce qu'eux-mêmes avaient déjà subi ce système de domination par le divisé pour régner et en avaient presque miraculeusement réchappé, et voulaient essayer de faire en sorte, en abattant cette bête mauvaise et qui se faisait passer pour une victime, en l'abattant, ils voulaient en fait protéger la communauté
vers lequel cette bête se dirigeait. Alors pour les gens qui penseraient que je suis complotiste et paranoïaque, il y a un deuxième film qui vient corroborer cette analyse de ce film de Carpenter, c'est Invasion Los Angeles, qui raconte à peu près la même chose, puisque en fait on a deux braves gars qui sont comme par hasard un noir et un hispanique prolétaire, qui se rendent compte que quand on met des lunettes spéciales, on ne voit plus l'état, mais l'état profond. Ça serait ça l'idée. Et que c'était ça profond. Alors à l'époque, les critiques ont dit que ça critiquait la société ultralibérale ou néolibérale de Reagan. Et je vous garantis que quand vous additionnez chez Carpenter, Invasion Los Angeles et The Thing, sachant que Carpenter est un cinéaste marginal qui n'a fait que de la série B et qui est un marginal d'Hollywood, et que son acteur préféré fétiche est Kurt Russell, qui a une réputation d'extrême droite, et ben on se dit que peut-être que Carpenter est un sacré malin et qu'il a fait passer un message sacrément subtil et sacrément courageux, je dirais. Et donc je le dis, le film le plus intelligent à regarder, sachant par exemple que le Juif sus est un film interdit, et ben si vous pouvez pas revoir le Juif sus, vous pouvez voir The Thing de John Carpenter et vous verrez que vous avez vu à peu près le même film. Oui, bonjour Monsieur Soral. Alors j'ai une question fiction, on va dire. Alors imaginons que vous deveniez président de notre pays en 2022. Ouais, c'est toujours bon de rêver. Alors en fait, je voudrais savoir à qui vous donnerez les postes clés du gouvernement parmi les personnages actuels du pape politique qui pourraient être au moins partiellement sur votre ligne. Alors, serez-vous prêt à utiliser leurs compétences malgré vos différences, comme par exemple, et ce n'est qu'un exemple, il ne s'agit pas de débattre sur les personnages, par exemple d'un Asselineau aux finances ou d'un Philippot aux affaires sociales ou à la tête d'un hypothétique ministère du Frexit, quoi. Voilà. Ou encore, qui serait votre Premier ministre? Voilà. Un vous remercie en avance et je vous salue respectueusement. À bientôt. Bon, bah déjà, avant de répondre, je veux préciser que n'étant pas démocrate, je ne pense pas que rien ne puisse se gagner dans nos sociétés telles qu'elles sont organisées par les urnes. Je pense que c'est fait pour que rien ne puisse se passer. Mais une fois ce préambule accepté, si j'arrivais au pouvoir, je crois que moi, je n'ai aucun état d'âme, aucun ressentiment pour les gens qui sont à la fois proches de moi et comme les gens qui sont proches de moi en général, qui peuvent m'être très hostiles, puisque en fait, les plus grandes haines sont dans les familles, comme on dit. Et donc, si je prenais le pouvoir, je serais tout à fait, je trouverais tout à fait normal de prendre dans mon gouvernement justement les personnages dont vous avez parlé, puisqu'ils ce sont des souverainistes, c'est-à-dire aussi bien Philippot que Asselineau, chacun à leur poste. Et j'insiste bien souverainiste. Et là, je vais en profiter pour faire un petit distinguo. J'oppose assez violemment aujourd'hui les souverainistes aux identitaires. Je pense que les identitaires sont là pour cacher qu'ils n'ont pas les moyens ni l'envie d'être souverainistes. C'est-à-dire que plus on est dans l'esthétique de la souveraineté, moins en fait on est dans la réalité de la souveraineté. Et la réalité de la souveraineté, elle est économico-politique. Et donc, elle demande à prendre à bras-le-corps les questions du mondialisme financier, ce dont ne parle jamais, par exemple, Zemmour. Et quand on est sur ce genre de questions profondément identitaires, l'identité de surface, je dirais même l'identité de peau, devient secondaire. Et c'est là que j'oppose aujourd'hui les souverainistes aux identitaires. Et je pense que les identitaires sont là pour simuler la souveraineté et par de la surenchère identitaire de mode et visuelle, on pense à Papacito, cacher qu'en fait, ils ne sont absolument pas souverainistes, que d'ailleurs, ils essayent même pas de l'être. Ce sont des guignols du souverainisme et ce sont en fait des identitaires de ce point de vue-là, je dirais, de pacotille. Voilà. Donc, cette petite remarque, le sujet que vous me proposez me permet de préciser ça. Il y a des concepts importants. Par exemple, sur putain nègre, on peut parler de racisme inversé. Et sur cette question-là, opposer radicalement souverainisme, qui est le vrai sérieux identitaire, à identitaire qui est l'incompréhension de ce qu'est la souveraineté pour les jeunes qui, en fait, ne sont pas dans l'économico-politique sérieux. Et ça donne tous les gamins qui sont derrière Zemmour aujourd'hui. Ils font assaut de souverainisme. On pense à Rochdy, on pense à Papacito, on pense au Raptor. D'ailleurs, Papacito, il est marié avec une Congolaise et il vient de l'extrême gauche toulousaine. Le Raptor, c'est un Maghrébin, c'est un Kabyle. Enfin voilà, on voit que aujourd'hui, c'est la vraie arme intelligente à opposer à ces identitaires de pacotille, c'est leur dire, en fait, vous faites du cirque identitaire parce que vous avez renoncé à la souveraineté et que vous n'êtes pas dans un combat de souveraineté. Et pour finir sur ce sujet, je dirais que le personnage que j'ai envie d'appeler comme Premier ministre si j'étais président, ça serait par exemple Lassalle. Parce que lui, je l'aime bien. Voilà. Et ça serait vraiment
un changement radical d'appeler la salle, rien que le personnage, l'accent, la figure, il me rappelle les frères Spanghero, quoi. Et en faisant quand même remarquer que par définition, le personnage que je devrais appeler, sans doute je ne le connais pas puisqu'il n'est pas médiatisé et qu'il n'est pas un politicien. Et c'est ça un peu l'ambiguïté, je dirais, de la problématique. Hein, c'est comme quand on me demande quels sont les grands écrivains de l'époque. Je dis sans doute que le plus grand écrivain de ma génération, je ne le connais pas, parce que c'est un peu comme John Kennedy Toole. Il n'a pas été édité, parce qu'il était trop bon, et qu'on le découvrira dans 30 ans, par exemple. On peut dire la même chose pour pas mal d'artistes aussi, hein, que c'est ont souvent d'ailleurs des revanches et des victoires posthumes. Si à l'époque de la vie de Van Gogh, on disait quel est le grand peintre d'avenir, le grand visionnaire, le grand génie de la peinture contemporaine, personne, à part 4 initiés parisiens, n'aurait pu dire Van Gogh. Hein, il était strictement inconnu. Il a fallu attendre des années après sa mort pour comprendre que c'est sans doute le peintre le plus important de son époque. Donc là, c'est pareil. Je dis que étant obligé de choisir quelqu'un qui est un politicien professionnel, puisque en fait j'ai son identité accessible, eh ben je prendrais sans doute la salle en m'arrangeant pour qu'il coopte des technogestionnaires patriotes discrets, des gens qui font le boulot, et pas des politiciens. Parce que par définition, quand on coopte des politiciens, on coopte des acteurs et on coopte des saltimbanques, je dirais. Or, c'est pas eux qui font le travail. Hein. Le scandale, c'est qu'on puisse coller à la tête de ministère des gens à qui on a promis une place pour les remercier pour le soutien qu'ils vous ont apporté et qui, en général, n'ont aucune compétence par rapport au domaine auquel on les affecte et qui peuvent passer de l'agriculture à la justice, de la justice au sport, au gré des aléas politiques. Or, l'idée, ça serait déjà de mettre à des postes des gens qui ont une réelle maîtrise et une maîtrise au service d'un patriotisme français, bien évidemment, parce qu'on peut avoir une maîtrise au service de Goldman Sachs ou des Rothschild, et ça peut donner Macron ou tous les cadres de l'ENA, sachant d'ailleurs que le seul charme de Zemmour à ce niveau-là, c'est qu'il a raté 2 fois l'ENA. Voilà. Oui, bonjour Monsieur Soral. On vous remercie pour toutes vos analyses, et je voulais vous poser une question. Que pensez-vous de Valérie Bugeaud? Merci. Oui, là, c'est encore une question. Qu'est-ce que je pense de Bugeaud? Je peux penser 2 choses. Si je la vois de loin, je me dis que c'est pas mal le boulot qu'elle fait, parce qu'en fait, elle a une vraie analyse que pour comprendre la politique, il faut comprendre la finance et la logique dynamique de la finance qui domine le capitalisme mondial et encore plus occidental. Donc, de loin, je dirais qu'elle fait un travail qui est très bien. De près, je serais plus critique parce qu'au départ, elle était chez nous. Elle donnait même des séminaires pour nous. Et puis, elle s'est éloignée de façon pas très correcte. Hein. Elle nous a tourné le dos un peu lâchement parce qu'elle avait peur de notre côté diabolisant. Et ça se résume, cette attitude, par le fait que quand elle veut vraiment attaquer le cœur atomique du système, elle parle de la City, hein, comme si tout venait de la City. Hein, et évidemment, elle évite systématiquement le mot qui tue. Donc, on est encore dans du tape-autour, dans des gens qui se croient très malins, comme j'ai dit tout à l'heure, pour en fait être des combattants dissidents qui vont pas jusqu'au bout, alors que l'ennemi les a parfaitement identifiés. Hein. Je veux dire, les gens qui mènent le monde au niveau de l'hyperclasse ont très bien compris que Bugeaud, avec sa culture de ce qu'est la finance, peut aller au-delà de la City, hein, voilà, et qu'elle n'est pas en train qu'elle sait très bien que c'est pas l'anglais le problème définitif et profond. Donc ces gens-là, elle fait partie de ces gens qui m'agacent un peu. C'est pour ça que elle est invitée à TV Liberté. Et moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est que tant que vous ne faites pas le boulot jusqu'au bout, vous ne faites rien en réalité. Et quand vous faites le boulot jusqu'au bout, vous pouvez vous retrouver dans les livres d'histoire de Fernand Nathan comme un vrai opposant au système Fernand Nathan. Donc c'est ça que je ferai remarquer à Madame Bugeaud. Hein, c'est que de toute façon, le pouvoir lui reprochera d'être un peu trop proche de Soral et en même temps de se tenir à distance de Soral. Ça fait que quand on réfléchit bien en termes d'efficacité politique, elle est plus ou moins nulle part, à moins qu'elle serve, je dirais, de marchepied vers l'analyse qui est la mienne. Hein. Mais ça, c'est à son corps défendant. Je pense que si
si quelqu'un lui dit vos analyses sont assez proches de celles de Soral, je m'attends à ce qu'elle dise non, non, pas du tout, parce que moi je ne sombre pas dans le complotisme, je pense que gna 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 gna, la City, gna 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 gna. Je vois déjà le truc défensif. Et là, ça me fait marrer parce que les Ataliens, là, les vrais, ils savent très bien qu'elle dit ça pour essayer de se protéger, mais elle est sur leur liste. C'est ça que je dis, moi. C'est qu'elle fait pas le boulot jusqu'au bout, mais elle est sur la liste comme si elle le faisait. Donc, la question que je pose à chaque fois, c'est pourquoi ne pas faire le boulot jusqu'au bout? Parce que si nous tous, dissidents sérieux, souverainistes sérieux, faisions le boulot jusqu'au bout, ça pourrait changer la donne. Alors, le problème, c'est qu'en première ligne, à la fin, y a que moi et 2-3 autres personnes, pas plus, et que ça permet pas d'escompter une victoire. Hein, voilà. Donc je sais pas trop ce qu'espèrent ces gens, à part avoir des places dans la dissidence autorisée, ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Finalement, leur attitude se résume à avoir une place relativement confortable dans l'opposition contrôlée pour dire qu'ils ne font pas le tapin, mais qu'en même temps, ils ne luttent pas contre la prostitution. On est un peu dans l'entre-deux. Et j'aime citer cette phrase de Saint-Just, celui qui fait sa révolution à moitié creuse son propre tombeau. Voilà, c'est l'idée que j'ai en tête, moi, en permanence. Ouais, salut Alain, Guillaume, 48 ans. On a bien vu l'analyse que tu as faite sur le nationalisme, et je pense que ceux qui doutent encore de son analyse devraient regarder CNews et Pascal Pro, parce que tout ce que tu dis est vérifié. J'avais une question sur ce que dit Zemmour par rapport à la loi Guesso, parce qu'il a dit qu'il voulait abroger la loi Guesso. Et là, on touche au cœur du réacteur. Alors, je ne sais pas si c'est un bug de la matrice ou si c'est pour appâter les droitards et quand ce serait une condition sur le financement de sa campagne par qui on fait. Donc je voulais avoir ton analyse sur le sujet et force et honneur. Ciao. Alors ça va nous permettre d'aborder une question très intéressante qui d'ailleurs à laquelle on répondra plus largement dans le prochain Kiki que je fais avec Xavier Poussard. C'est qu'en réalité, Zemmour mène, à mon avis, 2 combats. Il mène un combat qu'il ne gagnera pas, qui est le combat pour la présidence de la France, et il mène un combat plus sourd, qui, à mon avis, celui-là, il peut gagner, et d'ailleurs, je le dis, il est légitime dans ce combat-là, qui est un combat à l'intérieur de la communauté pour le leadership sur la communauté organisée. Hein. C'est-à-dire, et c'est là qu'on comprend pourquoi il dit qu'il est pour l'abrogation de la loi Guesso. Parce qu'en réalité, il y a 2 camps en ce moment qui s'affrontent assez violemment dans la communauté juive. Je suis d'ailleurs étonné que je pensais, moi, qu'ils avaient négocié une certaine passation de pouvoir et je m'appuyais là-dessus sur la fameuse conférence de Zemmour à la synagogue de la Victoire où il était à côté du rabbin Bernheim, et je pensais que sa stratégie avait été actée par le CRIF. Or, je vois qu'il n'en est rien et je m'en réjouis parce que je pense que comme la bonne stratégie à avoir par rapport à la communauté organisée, c'est de travailler à ce qu'elle soit la moins organisée possible. C'est ça l'intelligence politique du combattant politique. C'est faire exactement ce que fait très intelligemment l'ennemi d'ailleurs. Et là, il faut comprendre que pourquoi Zemmour dit qu'il veut, abroger la loi Guesso et pourquoi il se fait traiter d'antisémite aujourd'hui, notamment par le fils Klarsfeld, c'est qu'en fait, il se passe pour des raisons sociologiques et historiques un changement de la composition de la communauté juive de France. Il faut comprendre que la communauté juive de France, jusqu'à il y a quelques années, était composée majoritairement d'Ashkénazes, c'est-à-dire de juifs qui venant plutôt d'Europe centrale et dont le marqueur affectif et aussi le moyen de domination symbolique était la Shoah. Hein, c'est-à-dire, nous avons droit à des privilèges en France sous forme de compensation ou de réparation parce que vous, les Français, avez été d'ignobles collabos pendant la guerre et que vous avez tous voulu nous envoyer à Auschwitz. Voilà. Ça, c'est ce qui permet le pouvoir du CRIF, on va dire aujourd'hui, c'est-à-dire de l'aristocratie ashkénaze qui dirige, d'ailleurs parfois d'une main de fer, la communauté organisée, la communauté juive. Et il se trouve que Zemmour appartient à la nouvelle génération qui n'est pas issue des victimes d'Hitler et d'Europe centrale et des effets de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est issue en réalité de la décolonisation du Maghreb, c'est-à-dire qu'il vient d'Algérie, et lui, sa problématique, c'est pas les Allemands et la Shoah, sa problématique, c'est la cohabitation avec les Maghrébins qu'il a trahis
par le décret Crémieux et par l'OAS. Hein. C'est pour ça que en ce moment, il y a une lutte interne à l'intérieur de la communauté juive, c'est-à-dire que la jeune garde incarnée par Zemmour dit il y en a marre de régner sur la France par la Shoah, parce que la Shoah, c'est de l'antiracisme et ça favorise, comment dirais-je, l'idéologie de la pleurniche qui aujourd'hui travaille plutôt pour les Maghrébins, les migrants, et travaille contre l'Israël sur une ligne, on va dire, Netanyahou, c'est-à-dire néo-nationaliste dur. Hein. Et il dit l'avenir de la communauté et en termes de représentativité, c'est la jeunesse des juifs du Maghreb, appelés abusivement juifs séfarades. Je suis moi leur champion. Et si on veut prolonger nos privilèges en France, il faut arrêter avec la culpabilisation des Français sur un critère raciste, antisémite et collabo, parce que ça produit une détestation qui va devenir dangereuse, et c'est la détestation de Bernard-Henri Lévy, pour symboliser. Et il faut que nous comment dirais-je, pratiquions une alternance fonctionnelle pour maintenir notre domination, en étant maintenant sur une sympathie, non pas une hostilité aux Français de droite, mais sur une sympathie envers les Français de droite contre les effets catastrophiques de l'immigration incontrôlée, qui produit aussi l'effet d'un certain islam. Voilà. Et Zemmour dit à la fois « je suis légitime pour prendre le pouvoir dans la communauté », la vieille garde ashkénaze a fait son temps, et en plus, sa stratégie devient très dangereuse pour la communauté juive parce qu'on est au bout de la rente shoatique et il faut maintenant passer non pas à l'antinationalisme et à l'anti-pétainisme, mais au néo-nationalisme et au pétainisme. Et c'est ça l'analyse qu'il faut faire. Et c'est en ça que Zemmour est très intéressant parce qu'il mène une guerre à l'intérieur de la communauté qui permettrait, s'il la gagnait, de sortir un peu de ce que d'ailleurs Golnadel appelait le Big Bang Shoah. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs pour ces électeurs de droite qui l'ont compris, je dirais intuitivement, ça nous sortirait de toute une idéologie gauchiste chez les jeunes, d'une idéologie culpabilisatrice, de l'idéologie qu'on appelle globalement shoatique. Et c'est pour ça que Zemmour dit qu'il est pour l'abrogation de la loi Guesso, parce que abroger la loi Guesso, ça permet de revenir au sérieux et à la réalité, c'est-à-dire à l'exactitude de ce qui a été la situation française entre 40 et 44. Et là, on verrait que Vichy, ce n'est pas Auschwitz, et qu'en réalité, comparé aux autres pays dominés par le Reich, la France est sans doute le pays sous domination du Reich qui s'est le mieux comporté envers les Juifs de toute la guerre et de tous les pays. Et donc, Zemmour joue là-dessus à la fois pour rétablir une vérité, mais une vérité qui lui permettrait de prendre le pouvoir sur la communauté, c'est-à-dire qu'en affaiblissant, on va dire, la doxa shoatique, il affaiblit effectivement la vieille garde ashkénaze du CRIF. Donc à la fois il fait un discours de vérité, mais un discours de vérité qui lui permet la prise de pouvoir sur une ligne néo-nationaliste, anti-islam, anti-maghrébin. Voilà. Et c'est ça l'analyse qu'il faut faire. Et c'est pour ça que Zemmour a intérêt à abroger la loi Guesso ou à le dire. En fait, il y a une dimension intéressée. Hein, voilà. Alors les gens de droite peuvent dire c'est un discours de vérité, un discours de respect pour la France qui a souffert et un discours de rétablissement de la vérité par rapport à Shoah et au chagrin et à la pitié, hein, qui étaient deux manières d'enfoncer, après la mort de De Gaulle, les Français dans la culpabilité. Donc il y a ce discours de vérité qui est à respecter chez Zemmour, et puis aussi, de manière plus stratégique, le fait qu'en affaiblissant l'idéologie shoatique, en prétendant autoriser à nouveau les historiens à faire un travail d'exactitude sur l'époque, il renforce sa ligne à lui, qui est la ligne de la majorité finalement statistique aujourd'hui de la communauté juive, qui n'est non plus ashkénaze, russo-polonaise, mais séfarade. En fait, c'est juif du Maghreb, hein, c'est abusif de dire séfarade, mais on va le dire quand même parce que c'est le mot courant, c'est-à-dire la majorité séfarade originaire du Maghreb, pour qui le problème n'est pas Hitler, mais pour qui le problème est l'islam radical. Voilà. Et là, je pense que vraiment, je vous ai posé le problème comme aucun analyste n'a été capable de le faire pour l'instant, soit par bêtise, soit par soumission, soit par intérêt à court terme. Et c'est ça la manière sérieuse dont il faut parler, la manière sérieuse de parler de Zemmour, même la manière sérieuse de se positionner politiquement par rapport à Zemmour, et qui est bien plus souverainiste et bien plus, je dirais, identitaire que les ralliements de tapins des petits Conversano, Papacito, même malheureusement Rochdy et l'autre, le Raptor. Je vous ferai remarquer que dans les quatre, il n'y a qu'un seul vrai Français de souche, hein. Et encore un Ariégeois, mais ça serait même à vérifier. Président, bonjour. Je souhaite tout d'abord vous remercier
pour votre panache, votre irrévérence, votre esprit critique, qui pour moi sont une émanation profonde de ce que la France peut produire de meilleur. Ma question va porter sur les effets secondaires de la vaccination. En écoutant les témoignages de victimes directes de la vaccination anti-Covid ou de leurs familles, que ce soit en France, outre-Manche ou bien outre-Atlantique, j'observe un dénominateur commun. Aucune de ces victimes ou de leurs familles ne va jusqu'à remettre en cause fondamentalement le principe même de la vaccination anti-Covid, et même un certain nombre d'entre elles vont même jusqu'à prendre des précautions oratoires de mon point de vue incompréhensibles pour dire qu'elles ne sont pas a priori anti-vaccins. Donc ma question est la suivante. Les victimes du vaccin anti-Covid sont-ils frappées par le syndrome de Stockholm? Ou bien la vaccination est-elle devenue la nouvelle doxa, la nouvelle religion qu'il est désormais socialement et politiquement impossible de réfuter? Bon, c'est gentil là pour les compliments du début. Hein. N'hésitez pas à envoyer votre photo, votre âge et votre téléphone. Et sinon, sur la question du vaccin, c'est un gros sujet. C'est que on est quand même globalement dans une idéologie Pasteur, c'est-à-dire que le principe du vaccin pour contrer le virus est admis comme une vérité scientifique, bien que dès le départ, Béchamp, pour ceux qui connaissent le sujet, l'ait contesté, et qu'il y a, alors ça c'est l'époque du microzima, mais même aujourd'hui avec les chercheurs qui travaillent sur la théorie de l'exosome, cette théorie est quand même attaquée par une partie des chercheurs, même si ces chercheurs ne font pas partie du consensus scientifique. Mais il faut se méfier du consensus scientifique, parce que consensus scientifique, c'est un peu un oxymore. En général, quand il y a consensus scientifique, c'est qu'on est sur une théorie qui est déjà dépassé. Hein. Mais bon, je suis pas assez spécialiste pour choisir entre Béchamp et Pasteur. Ce que je peux dire en revanche, et c'est là où il faut passer de la science à l'idéologie, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la théorie vaccinale est d'autant plus validée qu'elle permet d'énormes commerces. Et même au-delà d'un énorme commerce, là c'est l'Institut Pasteur qui aujourd'hui d'ailleurs appartient au Rothschild. Il y a aussi le moyen par la vaccination du contrôle des populations. Hein, et on a vu comment Bill Gates tient à tout prix à vacciner les populations africaines pour leur bien. Voilà. Donc, les gens, même s'ils se rendent compte de deux choses, c'est que ce narratif Covid-virus est un peu suspect tellement il y a une volonté de tous nous vacciner et de nous faire croire que d'un seul coup, ce virus mutant a changé toute la donne sur l'histoire de la virologie, puisque on n'a jamais vu que pour lutter contre des virus pour un virus qui n'est jamais qu'un virus de grippe, hein, il faille faire une évolution du vaccin pour passer à quelque chose qui est de l'OGM humain, et c'est-à-dire avec de l'ARN messager, qui n'est pas un vaccin, et qu'en plus, ce vaccin mutant amélioré ne permet même pas de lutter contre ce virus, puisque dans la vaccine traditionnelle, qui était l'idée du virus désactivé, on faisait 3 rappels de vaccins dans la vie, et encore, on en faisait un à la naissance, un à 5 ans, un à 15 ans, et après on était tranquille pour la vie entière. Là, on nous parle de nouvelles doses pratiquement toutes les 3 mois. Donc non seulement on est sur un vaccin mutant qui n'est plus un vaccin, mais qui en plus est totalement inefficace, ce qui impliquerait que le virus auquel on a affaire est un virus mutant lui aussi, totalement inconnu. Et c'est pour ça que la théorie du gain de fonction est totalement valable, parce que pour que ce virus, s'il existe, soit aussi vicieux, il faut qu'il ait été, comme l'a dit le professeur Montagnier, qu'il ait été bricolé et transformé dans un but justement de le rendre plus vicieux qu'un virus de grippe traditionnel. Hein, voilà. Donc on a à la fois des gens qui luttent contre quelque chose qu'ils ressentent comme suspect, notamment par la résistance de Raoult, le fait qu'on découvre par les statistiques qu'il y a très peu de morts, finalement ce virus soi-disant très dangereux est très peu létal. On a encore confirmé avec l'occupation des lits d'hôpital, avec le recul sur un an, qu'on est à entre 2 et 5% d'occupation de lits, alors qu'on disait que ça avait fait exploser l'hôpital français. Donc ils sont à la fois soupçonneux par rapport à tout ce narratif Covid et cette espèce de dialectique virus mutant, vaccin mutant, mais en même temps, ils n'ont pas
je dirais, la culture de remettre en cause la théorie vaccinale tout entière. Donc en fait, il valide le narratif Pasteur et en même temps, il trouve que là, ça va qu'on se sert de ça pour quelque chose qui est peut-être plus politique que médical et scientifique. Et je crois que là, l'apport qu'on peut avoir, nous, et moi je l'ai déjà fait, c'est de dire intéressez-vous aux théories alternatives sur le virus, non pas forcément en remontant à Béchamp, puisque on prétend que c'est dépassé. C'était sa théorie du microzyma, bien qu'il y ait des tas d'aspects qui reviennent sur la table aujourd'hui, mais justement sous la forme de la théorie de l'exosome. Et là, il y a des penseurs de très haut niveau qui sont d'ailleurs rarement liés au big pharma occidental, qui viennent plutôt d'Inde ou de régions qui sont peut-être moins sous la domination des grands groupes pharmaceutiques, qui font énormément de pognon avec le vaccin et avec le vaccin obligatoire, bien évidemment. Je rappelle qu'on est passé de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les enfants en France, entre ma jeunesse et la jeunesse de ma fille. Donc, le vrai travail à mener, c'est peut-être de reprendre tout le chantier entier de la théorie du virus et donc de la théorie du vaccin, et de voir effectivement d'aller chercher du côté des théories alternatives. Et je pense spécifiquement à la théorie de l'exosome. Et pour dire, le problème, c'est pas seulement que ce vaccin n'est pas vraiment un vaccin, mais de la thérapie génique, c'est qu'en plus, la théorie vaccinale, qui est de la mithridatisation, c'est un truc assez simple et assez grossier, et peut-être à revoir de fond en comble. Et si elle a été autant validée scientifiquement, c'est aussi surtout parce qu'elle rapporte énormément d'argent et qu'elle permet, en plus du pognon, aujourd'hui on le voit, de pratiquer des manipulations politiques. Voilà. Et là, on est, je dirais, au cœur atomique du sujet. Et il faut, comme souvent, avec une pensée à la fois globale et dialectique, raccorder tous ces secteurs, ne pas opposer le scientifique à l'idéologique, mais voir que dans la réalité complexe, tous ces domaines qui ne sont pas du même mode d'être fondamentalement, sont articulés dans la réalité et qu'on doit les articuler et comprendre comment ils s'articulent. Voilà. Et c'est ça, quelque part, le travail de finesse qu'on fait à ER et qui se réclame de la pensée dialectique, c'est articuler du biologico-organique, du psychologico-affectif, de l'économico-social et de toujours travailler dans les multidéterminations et comprendre comment s'articulent ces déterminations qui viennent de domaines bien qu'humains différents, et surtout de ne pas tomber dans le piège là des zététiciens, des scientistes, d'opposer un domaine à l'autre et de nier un domaine par l'autre sur le critère effectivement de la scientificité réduite à la scientificité mathématico-physique. Voilà, il y a la philosophie chez les vrais philosophes s'appelle la science des sciences. Et il faut comprendre qu'elle chapeaute en réalité tout et qu'elle permet tout, et que quand on n'a pas de formation philosophique et qu'on prétend régner sur le monde uniquement par les mathématiques appliquées, c'est le sujet de mon dernier livre qui s'appelle Comprendre l'époque, eh ben on est une brute américaine d'une certaine manière, si je veux finir sur quelque chose de visuel et de très compréhensible. Bon, donc juste une ou deux précisions à caractère cinématographique, à savoir donc Invasion Los Angeles. Roddy Piper, donc c'était, parce qu'il nous a quitté il y a quelques temps, c'était un écossais revendiqué. Alors on va savoir s'il jouait le rôle d'un hispanique dans le film, donc vu, mais il faudrait le revoir. Faudrait le revoir, voilà. Et donc ça, c'était à 23 minutes 30. Et à 24 minutes, le film qu'il cite a été pendant longtemps disponible sur YouTube. Donc il faudrait faire une recherche pour voir s'il est encore trouvable. Voilà. Merci et bon, restez optimiste quand même. Se o governador do Rio, São Paulo, Goiás, tá? Você baixaria um decreto pelo passaporte da vacina, ou seja, só pode ir na escola quem está vacinado, só pode ir quem está vacinado, quem não está não vai. Você baixaria um decreto nesse ano? Não, presidente, não baixaria. Você não vai falar mais nada. Pessoal, ou nós temos liberdade ou não temos. E a história diz que todo aquele que abre mão de uma parte da sua liberdade por segurança, acaba ficando sem liberdade e sem segurança.
Se for aceitando esse passaporte da vacinação, daqui a pouco vem outra exigência. E outra, e mais outra, e mais outra. E vocês sabem onde vai parar isso aí. Controle da população. As pessoas que mais me acusavam de ser ditadores, é o que estão fazendo isso agora.